Place maintenant à notre entretien avec Véronique Riche-Flores. Bonjour, vous êtes économiste, prévisionniste et présidente de RF Research. L'actualité est forcément très dense. Alors la première question pour contextualiser un petit peu la situation mondiale avec la pandémie de coronavirus qui persiste. Quel impact sur les marchés depuis le début de l'été, Véronique? Mais finalement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début de l'été. Ce qu'on voit, c'est que les marchés ont essentiellement privilégié le scénario d'une reprise, ont beaucoup joué, donné du levier à l'idée d'un vaccin efficace qui mettrait un terme à cette pandémie, et y compris l'idée d'une reprise de l'inflation. On voit que les anticipations d'inflation ont complètement décalé. Finalement, elles sont revenues sur leur niveau de début d'année. Donc, ceci était plutôt porteur, mais finalement, l'incertitude et les nouvelles économiques qui, dès le début juillet, ont commencé à nous montrer qu'on n'aurait peut-être pas les résultats attendus. Pour moi, j'ai utilisé l'expression de plafond de verre sur les marchés. On crée un environnement où effectivement, à chaque fois qu'on allait tester les résistances, on se tapait la tête contre celle-là. Et finalement, alors particulièrement en Europe, il ne s'est rien passé. C'est un peu différent aux États-Unis et finalement, on sait bien pourquoi. Essentiellement du fait des nouvelles des technologies, des GAFA, etc., qui, elles, ont plutôt tiré des bénéfices quand même des effets de cette épidémie et qui, finalement, ont concentré l'essentiel des investissements et de l'attraction du marché. Donc, début de reprise économique envisagée aux États-Unis, mais partout dans le monde, c'est difficile de pouvoir fixer ne serait-ce qu'un mois. Envisagé aux États-Unis qu'ailleurs. Je pense que le marché était dans une espèce de logique de reprise et de regain d'optimisme mondial. Mais effectivement, on a moins de technologies ailleurs qu'aux États-Unis, donc ça permet aux indices américains effectivement de surperformer très largement. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que cette idée d'un plafond de verre qui gêne pour passer les résistances donne le sentiment de s'être épaissi ces derniers temps, parce que les nouvelles sur l'épidémie sont pas bonnes incontestablement, que les nouvelles économiques commencent également à clairement montrer un coup de frein à l'amélioration. C'est pas que la situation ne continue pas de s'améliorer, mais à un rythme clairement insuffisant pour pour éponger les dégâts de la crise du début d'année. Et donc tout ceci crée un contexte de plus en plus risqué et incertain qu'on voit bien ces derniers jours. Concernant la situation en France, l'INSEE prévoit un taux de chômage hors Mayotte de 9,5% en fin d'année, donc chiffre vu à la hausse. Est-ce que la situation est inquiétante chez nous ? Est-ce qu'elle est inquiétante chez nous? Elle n'est pas plus inquiétante en France qu'ailleurs, un petit peu moins bonne que chez nos voisins directs, c'est-à-dire l'Allemagne, qui a choisi une stratégie également assez différente, c'est-à-dire que l'Allemagne a privilégié la lutte contre les effets immédiats de l'épidémie, avec des plans de soutien aux entreprises, de soutien d'ailleurs, il ne parle pas de relance, ce qui a permis de concentrer tous les efforts sur 2020 et un petit peu 2021. En France, on a fait beaucoup à court terme et heureusement, bien évidemment, parce que ça a permis de sauver des entreprises, de les aider à se financer, mais donc à s'endetter et de sauver énormément d'emplois. Mais le plan de relance lui-même interroge parce qu'effectivement, il va surtout porter ses fruits à partir de 2021 et un peu plus en 2022. Donc il arrive un peu tard, le plan de relance? Il arrive tard par rapport à ce qu'on redoute des effets de cette épidémie qui persiste, du fait que les entreprises vont probablement, dans certains secteurs, pas pouvoir tenir longtemps et qu'effectivement, on voit bien s'accumuler les plans de baisse des effectifs et que tout ceci est très menaçant pour les tout prochains mois. C'est là qu'on est inquiet, effectivement, et qu'on s'interroge sur l'équilibre de ce plan de relance, en fait, et son efficacité. Donc oui, vous avez raison, il y a un peu plus d'inquiétude en France par rapport à l'Allemagne, pas forcément par rapport notamment aux États-Unis qui sont dans une situation quand même très préoccupante, ou à d'autres pays européens, je pense à l'Angleterre ou à l'Espagne, etc. Quels sont les pans de notre économie, de l'économie française, qui sont particulièrement touchés ? Alors, forcément, le tourisme, et derrière le tourisme, on a bien évidemment tout un tas d'activités tertiaires, l'hôtellerie, la restauration, d'hôtellerie de luxe en particulier, et in fine, les transports. Donc finalement, les choses s'emboîtent, c'est un peu le système des poupées russes, avec bien évidemment des effets très, très importants, qui se sont vus d'ailleurs dans la performance du produit intérieur brut français, qui a plus baissé que la moyenne européenne.
moyenne, on a pris également des mesures qui faisaient que la paralysie quasi totale de l'activité pendant 6 semaines a effectivement plus pesé. Donc on a ces secteurs-là qui pèsent lourd en France, bien évidemment, mais la France a aussi cette particularité d'être assez diversifiée, plus diversifiée que la moyenne européenne, ce qui permet finalement d'escompter qu'on récupère un petit peu de ce qu'on risque de perdre de manière peut-être structurelle sur toutes ces activités exposées au tourisme, qu'on récupère un petit peu d'éléments de soutien de la croissance. Alors faisons un pas de côté puisque la BCE va s'exprimer cet après-midi. La politique des banques centrales est globalement la même, que ce soit la Fed, la BCE, injecter des fonds. Quelles sont les limites de l'exercice ? Alors les limites, il y en a plusieurs. D'abord, injecter des liquidités, ça se fait par l'achat d'actifs sur les marchés. À partir du moment où on a déjà développé beaucoup d'injections, il n'y a plus grand-chose à acheter. Et potentiellement, on peut se retrouver, on a déjà connu ces épisodes-là, que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE, où les banques centrales finalement voudraient bien injecter davantage, mais n'ont pas grand-chose ou plus grand-chose à acheter parce qu'elles ont asséché quelque part le marché. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est l'efficacité. On a eu des années, par exemple, avant la crise de Covid, où les politiques monétaires étaient seules à la manœuvre, seuls fourneaux, où les politiques budgétaires n'allaient pas du tout dans la même direction, ce qui absorbait les efforts. Donc voilà, on a perdu beaucoup de temps comme cela. Et puis, bien évidemment, l'impact sur les taux d'intérêt très bas et négatifs qui, face à des populations qui vieillissent et qui donc en général privilégient un objectif patrimonial, incite plutôt à l'épargne que l'inverse. Si vous n'avez pas de rendement de votre épargne, vous allez mettre plus au pot et ça a des effets négatifs sur la croissance. Après, bien évidemment, l'effet plus structurel, c'est in fine de favoriser des marchés financiers plutôt que la vie économique, surtout quand les politiques budgétaires n'étaient pas au rendez-vous. Donc on crée des distorsions dans l'économie qui se manifestent par une montée des inégalités et finalement, au bout du compte, une espèce d'économie de rente qui est en train de faire son apparition, au contraire du bénéfice de l'investissement productif. Et ça, c'est fondamentalement préoccupant pour la croissance, pour l'investissement, pour l'emploi de demain. Concernant les monnaies, qu'en est-il pour l'euro? Certains sont inquiets. Alors, inquiet, on peut être inquiet aujourd'hui à deux égards. Le premier, c'est que l'euro a monté assez rapidement, notamment contre le dollar, mais que finalement, quand on regarde le panier officiel de la BCE contre 38 monnaies, je crois, ou 36, on est sur des plus hauts historiques. Donc, l'euro reste une devise chère, même si c'était un peu affaibli ces derniers temps. Donc, on peut redouter que l'euro ne monte trop, et peut-être que Madame Lagarde cet après-midi va y faire référence parce que je pense que la tendance récente a un petit peu préoccupé. Ou on peut être inquiet à l'inverse, que des pressions baissières se manifestent à nouveau parce qu'il y a incertitude finalement sur cette reprise, sur l'efficacité des plans de relance et peut-être qu'à terme on peut s'interroger sur des risques de mauvaises surprises, notamment à l'égard des pays toujours les plus endettés, les pays périphériques, bien malgré le plan de soutien qui viendrait à nouveau animer ces inquiétudes sur la pérennité de la monnaie unique à long terme. Parce que finalement, c'est le seul élément de faiblesse de l'euro, c'est cette question existentielle de la monnaie unique. Une fois qu'on le met de côté parce qu'on montre que les pays européens se tiennent coude à coude, on fait des plans de relance, alors là, l'euro a un potentiel d'appréciation important, tout simplement parce qu'on a encore des excédents courants considérables, notamment à l'égard des États-Unis qui sont, eux, en très fort déficit. Pour conclure, pour résumer un petit peu la question, comment et quand peut-on espérer se remettre de cette crise? Eh bien non, pas facile et je dirais pas de réponse. Non, ce qu'on peut décemment espérer, c'est qu'effectivement là on est un peu pris de court parce que le virus persiste, parce qu'on rentre dans des mois d'hiver où a priori il était prévu qu'il y ait une seconde vague, donc bien évidemment on s'est dit ça risque de durer probablement quelques temps. Après bon, on aborde, on le voit bien dans l'exercice prévisionnel, le début d'année prochaine où là on se dit on devrait quand même avoir des moyens
moyen de mieux lutter, peut-être un vaccin, même si le vaccin risque d'être disponible un peu plus tard, mais on sent qu'il y a des efforts là. Et puis naturellement, un virus qui perd de l'ampleur et une immunité qui permet de nous protéger. Donc, mais vous voyez que de mois en mois, on en vient à parler du printemps prochain. Hein, le délai se rallonge. Le délai se rallonge. Et puis surtout, je dirais que le plus incertain, c'est ce qui, dans les changements de comportement imposés par cette maladie, va persister ou non. Hein. On peut parler du taux d'épargne. Voilà, première question. Est-ce qu'une fois qu'on sera sorti de cette période-là, les taux d'épargne vont revenir à leur niveau d'avant la crise ou non? Est-ce qu'on va reprendre l'avion et se déplacer comme avant? Est-ce qu'il y aura autant de touristes ou moins? À proportion de combien? Et est-ce que cette prise de conscience, par exemple, de notre empreinte carbone va finalement impliquer des changements de comportement plus durables qui réduiront le potentiel de reprise immédiat de l'activité. Donc on est quand même face à une situation extrêmement incertaine. Je ne vais pas mentionner tous les sujets d'incertitude, de taux d'endettement des entreprises, etc., qui bien évidemment pèsent, même si forcément je pense qu'on a des éléments d'une reprise, mais très graduelle jusque-là, qui devrait gagner quand même en ampleur après. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'avoir répondu à nos questions. À suivre dans un instant notre point bourse.